George Harrison n'a jamais été l'homme le plus bruyant de la pièce. Il ne criait pas, il ne faisait pas de scandale et il élevait rarement la voix en public. Pourtant, derrière cette façade paisible, le Beatle silencieux portait en lui une blessure invisible, une amertume discrète qui l'accompagna durant toutes ces années au sein des Beatles et même bien après leur séparation. Il respectait profondément ses camarades, il les admirait, il les aimait presque comme des frères. Mais parmi eux, l'un allait lui causer plus de douleur que tous les autres. Pour comprendre cette relation faite à la fois de fraternité et de rivalité, il faut remonter aux origines, dans un simple bus scolaire de Liverpool, là où tout a commencé. Un adolescent timide, serrant une vieille guitare contre lui, rencontra ce jour-là un garçon vif et sûr de lui. C'était Paul McCartney. Ce fut le début d'un lien indéfectible, mais aussi d'un déséquilibre qui marquerait leur destin. George naquit le 25 février 1943, dernier d'une fratrie de 4 enfants dans une famille modeste de Liverpool. Son père Harold travaillait comme receveur d'autobus. Sa mère Louise, passionnée de musique et de chant, l'encouragea très tôt dans cette voie. Elle allait même jusqu'à écouter Radio India durant sa grossesse, espérant que les sons lointains du sitar et des tablas adouciraient l'enfant qu'elle portait. C'était un détail, mais qui annonçait déjà l'attirance de George, plus tard, pour les sonorités venues d'Orient. Enfant, George passait son temps à dessiner des guitares dans ses cahiers de la Liverpool Institute High School for Boys. Il ne rêvait que de musique. En 1956, l'écoute de Heartbreak Hotel d'Elvis Presley fut pour lui une révélation. Cette étincelle changea sa vie. Comme tant d'autres jeunes Britanniques, il se lança dans le skiff et forma un petit groupe amateur avec son frère et ses amis. Mais le véritable tournant survint lorsqu'il monta dans ce bus scolaire où voyageait Paul McCartney. Paul était plus âgé, plus sûr de lui, déjà très proche d'un autre garçon charismatique, John Lennon. Paul et George se rapprochèrent grâce à leur passion commune pour le rock'n'roll. Ils s'échangeaient des astuces de guitare, se montraient mutuellement des accords, partageaient des disques rares. Pour George, encore discret et impressionnable, la confiance et le talent de Paul étaient irrésistibles. En 1958, Paul présenta son ami à John Lennon, chef du groupe The Quarrymen. John était sceptique. George n'avait que 15 ans, bien trop jeune à ses yeux. Mais Paul insista. Et un soir, dans ce même bus de Liverpool, George joua à la perfection la partie de guitare solo de Ronchi. Lennon fut impressionné. Ce fut suffisant, George entra dans leur cercle. Dès le début, pourtant, la place de George fut délicate. Lennon et McCartney, plus âgés, dominaient déjà la dynamique du groupe. Leur charisme, leur complicité et surtout leur talent d'auteur-compositeur formaient un duo inséparable. George, lui, suivait le mouvement, apprenait, observait. Il était comme le petit frère qui voulait appartenir à cette fratrie musicale. Pendant un temps, cela lui convenait. Mais peu à peu, une frustration naquit. Lorsque les Beatles signèrent avec Brian Epstein en 1962 et qu'ils furent propulsés vers la gloire, George gagna son surnom de « Beatle silencieux ». Pour le public et les médias, ce titre soulignait son tempérament réservé. Mais pour George, il cachait une réalité plus douloureuse. Il avait déjà le sentiment d'être mis à l'écart. Tandis que John et Paul plaisantaient avec les journalistes, composaient les tubes qui allaient conquérir le monde et imposaient leur vision du groupe, George restait dans l'ombre. Ses propres chansons n'avaient que rarement leur place sur les disques. On lui concédait 1 ou 2 compositions par album, et encore, sous contrôle, ses parties de guitare étant souvent dirigées, corrigées ou même remplacées. Pourtant, George ne nourrissait pas au départ de rancune. Il admirait réellement John, son esprit tranchant, son humour corrosif. Il respectait Paul, son énergie et sa discipline musicale. Il voulait être à leur hauteur, faire partie de ce cercle créatif. Et à bien des égards, il en faisait partie. Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il n'aurait jamais l'espace suffisant pour s'exprimer pleinement dans ce duo tout-puissant qui dominait le groupe. Les graines de la frustration étaient déjà semées depuis longtemps. Chaque fois qu'une chanson de George Harrison était rejetée, chaque fois qu'une de ses idées était minimisée, chaque fois que Paul McCartney corrigeait ou reprenait ses lignes de guitare, le « Beatle silencieux » se sentait un peu plus invisible. Ce qui, à l'origine, avait été une admiration fraternelle pour Paul se transforma lentement, presque imperceptiblement, en un ressentiment profond. Au milieu des années 1960, les Beatles n'étaient plus de simples jeunes hommes venus de Liverpool. Ils étaient devenus le groupe le plus célèbre du monde, adulé comme aucun autre avant eux. Chaque album battait des records, chaque chanson semblait incarner l'esprit d'une génération. Mais derrière cette gloire immense, la dynamique interne du groupe changeait dangereusement.
Paul McCartney s'imposait comme une figure dominante en studio. John Lennon, de son côté, s'éloignait progressivement, happé par sa relation fusionnelle avec Yoko Ono. Ringo Starr, lui, gardait sa politesse et sa neutralité habituelle. Et George Harrison, coincé entre ses forces puissantes, cherchait désespérément à imposer sa propre voix. C'est sur des albums comme Rubber Soul, 1965, et Revolver, 1966, que George commença enfin à prouver sa valeur de compositeur. Ses morceaux comme If I Needed Someone ou Taxman témoignaient de sa personnalité musicale unique, à la fois mordante et introspective. Taxman, en particulier, marqua un tournant. Ce n'était pas une chanson d'amour, mais une attaque frontale contre le système fiscal britannique, un cri de colère inattendu venant du « silencieux ». John Lennon l'aida même à peaufiner quelques lignes, bien qu'à contre-cœur. Mais Paul, perfectionniste obsessionnel, ne pouvait s'empêcher d'intervenir. George racontera plus tard à quel point McCartney s'imposait, souvent sans invitation, dictant les arrangements ou modifiant ses parties de guitare, jusqu'à ce qu'il se sente comme un simple musicien de studio dans son propre groupe. Le point de bascule arriva avec Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967. Cet album mythique, que beaucoup considèrent comme le chef-d'œuvre des Beatles, reposait en grande partie sur la vision artistique de Paul, son concept et son exigence perfectionniste. George, quant à lui, explorait un autre univers, la spiritualité indienne. Il avait découvert le sitar, s'était rapproché du maître Ravi Shankar et intégra ses influences orientales dans Within You Without You. La chanson détonnait sur l'album. C'était audacieux, presque déroutant pour le grand public, mais aussi une déclaration. George n'était plus seulement le guitariste discret, il devenait un créateur à part entière. Pourtant, l'expérience fut amère. Son morceau, aussi singulier soit-il, soulignait surtout à quel point il y avait peu d'espace pour lui dans un groupe monopolisé par le tandem Lennon-McCartney. En 1968, lors du White Album, George décida qu'il ne resterait plus silencieux. Il apporta certaines de ses meilleures compositions, dont l'inoubliable While My Guitar Gently Weeps. Mais là encore, il se heurta à l'indifférence de ses camarades. Frustré, il prit une décision radicale, inviter son ami Eric Clapton à enregistrer la partie de guitare solo. Clapton accepta, et ce geste changea tout. Sa présence força John et Paul à prêter attention à la chanson. Ironiquement, il fallut un musicien extérieur pour que les Beatles reconnaissent la valeur de l'un des leurs. Mais la tension avec Paul continuait de s'aggraver. McCartney, méticuleux au point d'en devenir étouffant, agaçait Harrison au plus haut point. Paul ne se contentait pas de donner des conseils, il lui disait comment jouer ses propres parties, et allait parfois jusqu'à prendre sa guitare pour enregistrer à sa place. L'un des moments les plus célèbres survint durant Hey Jude en 1968. George voulait enrichir la longue coda de la chanson avec des riffs de guitare. Paul refusa catégoriquement, insistant pour que l'espace reste dégagé. Pour George, ce n'était pas seulement une question musicale. C'était encore une preuve qu'on le réduisait au silence, qu'on l'écartait d'une œuvre collective qui aurait dû lui appartenir autant qu'aux autres. Puis vint Abbey Road, 1969. George avait enfin écrit une chanson magistrale, Something, que Frank Sinatra qualifia plus tard de plus belle chanson d'amour jamais écrite. C'était un triomphe. Mais même là, il dut subir l'ingérence de Paul. Harrison souhaitait une ligne de basse simple, discrète, qui laisse la mélodie respirer. McCartney, fidèle à lui-même, ignora cette demande et enregistra l'une de ses lignes de basse les plus complexes et mélodiques. Pour le public, ce fut brillant. Pour George, ce fut un nouvel affront, une démonstration de plus que Paul ne respectait pas son autorité sur ses propres chansons. À ce stade, le ressentiment n'était plus dissimulé. L'admiration qu'il avait eue pour Paul s'était transformée en colère sourde. Celui qu'il avait considéré comme un frère aîné était devenu la source de ses plus grandes frustrations. La rupture arriva avec les sessions de Let It Be. En janvier 1969, les Beatles se réunirent au studio de Twickenham. Le projet, initié en grande partie par Paul, visait à revenir aux sources, enregistrer en direct, sans artifice, et retrouver l'esprit de camaraderie. Mais le résultat fut tout l'inverse. Les caméras, censées filmer un groupe uni, captèrent au contraire l'image d'un groupe fracturé. John Lennon semblait ailleurs, absorbé par Yoko Ono. Ringo, fidèle à lui-même, restait aimable mais distant. Paul, inflexible, poussait les sessions en avant avec une autorité presque dictatoriale. Et George, encore une fois relégué au second plan, se sentit étouffé comme jamais. Le 6 janvier 1969, une scène devint emblématique.
Paul donnait des instructions à George sur Tour of US. Excédé, Harrison lâcha une phrase glaciale mais révélatrice. « Je jouerai tout ce que tu veux que je joue, ou je ne jouerai pas du tout, si tu préfères. Quoi que ce soit qui puisse te faire plaisir. » Pas de cris, pas d'insultes. Juste une résignation amère, le cri d'un homme écrasé par des années de frustration. Quelques jours plus tard, le 10 janvier, George craqua. Dans son journal intime, il écrivit simplement « Aller à Twickenham. Quitter les Beatles. Rentrer chez moi. » Quelques lignes sèches, glaçantes, qui marquaient pourtant un tremblement de terre. George resta absent près de 2 semaines après avoir claqué la porte du studio en janvier 1969. Son départ, discret mais fracassant, avait glacé l'atmosphère. Les Beatles, malgré leur gloire mondiale, se retrouvèrent soudain face à l'impensable, la perspective de perdre l'un des leurs. John, Paul et Ringo comprirent qu'ils ne pouvaient pas continuer sans lui. Ils l'implorèrent de revenir. Harrison accepta, mais à ses conditions. Il n'était plus question de jouer les seconds rôles, encore moins de se plier au projet pharaonique que Paul tentait d'imposer. Ainsi, il refusa catégoriquement de participer au grand concert public que McCartney rêvait d'organiser. Le groupe dut plier. Ils déplacèrent les sessions dans les studios Apple, plus intimes, plus confortables, loin des projecteurs de Twickenham. Le travail reprit, mais la fissure était béante. George avait envoyé un signal clair, il en avait assez. Assez d'être relégué, assez d'être dominé, assez d'être traité comme un figurant dans l'histoire des Beatles. Et pourtant, de cette tension naquirent 2 joyaux éternels. Libéré de l'ingérence constante de Paul, Harrison trouva enfin l'espace nécessaire pour donner vie à ses plus belles chansons. Something et Here Comes the Sun virent le jour dans ce climat pesant, comme des rayons de lumière au milieu de la tempête. 2 titres qui allaient s'inscrire à jamais dans le panthéon du rock. Something fut salué comme une déclaration d'amour universelle, une chanson si parfaite que Frank Sinatra la qualifia de « plus belle chanson d'amour jamais écrite ». Quant à Here Comes the Sun, elle devint un hymne à l'espoir, un morceau d'une simplicité lumineuse, né d'un jour printanier passé loin du groupe, alors que George cherchait un peu de paix dans le jardin d'Eric Clapton. Ironie du sort, ce fut au moment où il s'éloignait des Beatles que Harrison signa ses plus grandes contributions au groupe. Mais derrière ces triomphes musicaux, l'amertume persistait, rogeant lentement son lien avec Paul. À la sortie d'Abbey Road en 1969, le talent de George ne pouvait plus être ignoré. Ses compositions se tenaient enfin aux côtés de celles de Lennon et McCartney. Les critiques et les fans saluèrent l'exploit. Pourtant, pour lui, la reconnaissance arrivait trop tard. Les années de frustration, les humiliations silencieuses, les confrontations étouffées avaient laissé des cicatrices profondes. Les Beatles touchaient à leur fin, et le ressentiment de George envers Paul avait désormais la solidité d'une vérité irrévocable. En 1970, le couperet tomba. Le groupe explosa. Officiellement, c'est Paul McCartney qui annonça la rupture en avril, mais pour George, elle était actée depuis longtemps. Il n'y avait plus d'énergie, plus de fraternité, seulement des égos en guerre et un gouffre infranchissable entre lui et celui qu'il avait jadis admiré comme un grand frère. Pourtant, George n'allait pas s'effondrer. Libéré du joug des Beatles, il laissa enfin éclater ce que le monde ignorait encore, sa voix, son génie. En novembre 1970, il sortit All Things Must Pass, un triple album monumental. Ces disques regorgeaient de chansons que John et Paul avaient écartées au fil des ans, des pépites mises de côté qui, soudain, pouvaient briller de toute leur lumière. Le succès fut foudroyant. My Sweet Lord, What is Life, Isn't It a Pity? Autant de morceaux qui révélèrent au grand jour ce que George savait depuis longtemps. Il avait toujours sa place parmi les plus grands. Mais derrière la beauté spirituelle et les élans mélodiques, se cachait une colère intacte. La chanson Wah-Wah en était le témoignage le plus brutal. Derrière ce titre énigmatique, il ne s'agissait pas seulement d'une guitare et de pédales d'effet. C'était une métaphore acide, un cri de frustration. George l'avait écrite le jour même où il avait quitté les Beatles en janvier 1969. Ses paroles suintaient le mépris, une adresse à peine voilée à Paul McCartney et à l'atmosphère suffocante qu'il avait subie en studio. Chaque note, chaque mot transpirait l'amertume d'un homme qui avait trop longtemps refoulé sa douleur. Et George n'en avait pas fini. En 1973, la rancœur ressurgit dans Sumeux, Sioux Blues, écrite alors que les Beatles s'affrontaient dans une guerre judiciaire sans fin. Car après avoir intenté une action en justice en 1971 pour dissoudre légalement le partenariat commercial des Beatles, Paul était devenu, aux yeux de George et des autres, celui qui avait trahi la fraternité.
Certes, l'action était nécessaire sur le plan légal, mais pour Harrison, elle sonnait comme une confirmation glaciale. Le rêve était mort, et l'amitié aussi. La chanson se moquait des procès, des avocats et des batailles interminables, mais derrière l'humour amer, le message était limpide. L'ombre de Paul planait encore. Même Patty Boyd, l'épouse de George à l'époque, confirma la profondeur de cette blessure. Elle raconta comment son mari revenait des sessions Beatles le visage fermé, rempli de colère, surtout après des affrontements avec Paul. Il se tolérait, dit-elle, mais je ne pense pas qu'il se soit jamais vraiment aimé. Ces mots résumaient une vérité crue. Entre admiration et rivalité, entre fraternité et ressentiment, la relation George-Paul avait fini par s'étioler jusqu'à devenir une cicatrice permanente. Pourtant, malgré l'amertume, l'art de Harrison brillait plus fort que jamais. All Things Must Pass fut un triomphe critique et commercial, imposant George comme une force solo à part entière. Mais à chaque fois qu'il montait sur scène, à chaque fois qu'il chantait Wah Wah ou évoquait les procès, l'ombre de Paul revenait. Ce succès avait un goût amer, il avait prouvé sa valeur, mais au prix d'un lien brisé avec celui qu'il avait un jour appelé « frère ». Au fil des années 1970, George poursuivit son chemin. Son concert for Bangladesh en 1971 fut une révolution humanitaire, jetant les bases des concerts caritatifs modernes. Mais même dans ses plus grands accomplissements, son rapport à Paul restait une ombre persistante. Tantôt par des pics, tantôt par des confidences voilées, le fantôme de cette relation tourmentée réapparaissait toujours. Car si George était enfin libre, il restait marqué à vie par la douleur de n'avoir jamais été pleinement reconnu au sein du groupe qui l'avait rendu immortel. Lors d'une interview radio en 1974 avec Alan Freeman, George Harrison parla ouvertement de ses frustrations accumulées durant les années Beatles. Il admit sans détour qu'il n'avait plus aucune confiance en lui comme guitariste après avoir passé tant de temps dans l'ombre de Paul. « Il m'a ruiné comme guitariste », lança-t-il avec amertume. Ce n'était pas une accusation de malveillance, mais le constat brutal d'années de microgestion, de corrections incessantes et de remises en question qui l'avaient vidé de toute assurance. Venant de l'homme qui avait écrit While My Guitar Gently Weeps et Something, cet aveu avait une force dévastatrice et révélait la profondeur des cicatrices psychologiques. La même année, George confia qu'il pourrait facilement jouer dans un groupe avec John Lennon, mais qu'il n'imaginait pas le faire avec Paul. Paul est un excellent bassiste, disait-il, mais il est parfois un peu écrasant. Ces mots n'étaient pas prononcés avec haine, mais avec une lucidité fatiguée. George respectait son talent, mais trouvait son perfectionnisme étouffant. Travailler avec Paul signifiait céder son espace créatif, et au milieu des années 1970, Harrison ne voulait rien d'autre que la liberté. La tension ne disparut jamais vraiment. Même si chacun poursuivit une carrière solo brillante, les collaborations entre restèrent rares. Il y eut des gestes de civilité. George participa à des projets de Ringo Starr, Paul complimenta parfois son travail, mais la complicité de leurs jeunes années s'était envolée. À la fin des années 1980, Harrison trouva enfin une joie créative avec les Traveling Wilburys, entourés de pairs comme Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty et Jeff Lynne. Là, il se sentait respecté, reconnu, libre de créer sans être diminué. C'était la fraternité musicale qu'il avait toujours cherchée, mais qu'il n'avait jamais vraiment trouvée avec les Beatles. Au milieu des années 1990, le projet The Beatles Anthology réunit les survivants pour achever les démos de Lennon, Free à Bird et Real Love. Pour le public, ce fut un symbole de réconciliation historique, mais dans les coulisses, les vieilles dynamiques réapparurent. Jeff Lynne raconta que George levait souvent les yeux au ciel lorsque Paul reprenait son rôle d'autorité. Paul lui-même reconnut plus tard, on s'agaçait mutuellement, mais on a tenu bon. En réalité, la tension n'avait jamais disparu, même 30 ans après la séparation. Les interviews de l'époque montraient une distance froide. Harrison pouvait être poli lorsqu'on l'interrogeait sur Paul, mais la chaleur manquait. Un jour, on lui demanda s'il regrettait les Beatles. Sa réponse fut tranchante, pas avec les autres. Non. Une remarque cinglante, calme et posée, mais d'une franchise glaciale. Dans ces dernières années, George s'éloigna de la scène publique. Il consacrait son temps à sa famille et à son domaine de Friar Park, partageant ses journées entre jardinage, musique en privé et sérénité, loin des pressions qui l'avaient écrasé si longtemps. Mais derrière ce calme apparent, il menait une bataille silencieuse. En 1997, on lui diagnostiqua un cancer de la gorge. La radiothérapie ralentit la maladie, mais le répit fut bref, le cancer se propagea à ses poumons puis à son cerveau. Le Beatle silencieux se fit encore plus discret,
se retirant de la célébrité alors qu'il affrontait ses derniers mois. Pourtant, son esprit mordant ne disparut jamais. Lors d'une apparition en ligne en 2001, un fan lui demanda « Est-ce que Paul t'énerve encore ?» George répondit, non pas frontalement, mais avec une élégance ironique en citant un vieux proverbe victorien « Ne scrute pas un ami à la loupe. Tu connais ses défauts, alors laisse passer ses faiblesses. » C'était à la fois philosophique et subtil, reconnaissant les blessures sans effacer l'histoire. Vers la fin de 2001, un dernier moment de réconciliation eut lieu. Paul McCartney rendit visite à George à New York alors que son état s'aggravait. Cette rencontre fut dépouillée de tout conflit. Ils s'assirent ensemble, se tenant la main, un geste impensable dans leur jeunesse. Paul décrivit plus tard ce moment comme un rêve, c'était mon petit frère. Nous avons plaisanté, parlé de choses absurdes, c'était comme si nous rêvions. Dans ce face-à-face intime, l'amertume s'était évanouie, remplacée par le lien simple de deux hommes qui avaient survécu à une célébrité inimaginable et qui, malgré tout, s'étaient profondément aimés. Le 29 novembre 2001, George Harrison s'éteignit à 58 ans, entouré de sa femme Olivia et de son fils Danny. Ses derniers mots furent simples, mais porteurs de tout son chemin spirituel. Aimez-vous les uns les autres. Pour celui qu'on appelait le Beatle silencieux, éclipsé et souvent amer, ce fut une déclaration finale de paix, un adieu lumineux venu d'un homme qui avait tant cherché à être entendu. Dans les jours qui suivirent la disparition de George Harrison, un flot d'hommages déferla des quatre coins du monde. Les témoignages venaient aussi bien des plus grands noms de la musique que de fans anonymes qui avaient grandi avec les chansons des Beatles. Paul McCartney, profondément ébranlé, s'adressa aux journalistes avec une émotion à peine contenue. La voix tremblante, il qualifia George de brave gars, insistant encore une fois sur ce lien fraternel qui les avait unis depuis leur adolescence à Liverpool. Il le désigna comme son petit frère, un terme simple mais chargé de toute l'histoire qu'ils avaient partagée, faite d'admiration, de conflits, de réconciliation et de blessures jamais tout à fait refermées. Paul demanda également au public de se montrer bienveillant envers Olivia, la veuve de George, et leur fils Danny, soulignant combien George avait toujours été un homme d'humour, de force intérieure et de talent exceptionnel. George Martin, le producteur légendaire des Beatles, évoqua quant à lui l'image d'un artiste singulier, presque paradoxal. À ses yeux, George n'avait jamais recherché la gloire, ni l'adulation des foules. Ce qu'il voulait avant tout, c'était jouer, composer, expérimenter, donner un sens spirituel à sa vie et à sa musique. Pour Martin, Harrison était une star réticente, quelqu'un qui avait toujours gardé une certaine distance avec l'éclat des projecteurs, préférant la sincérité à la superficialité. Dans les rues de Liverpool, des centaines de fans se rassemblèrent spontanément, allumant des bougies, entonnant des chansons comme Something ou Here Comes the Sun. À New York, des foules se réunirent à Central Park, comme elles l'avaient fait 20 ans plus tôt après l'assassinat de John Lennon. Partout, les hommages avaient la même couleur, celle de la gratitude envers ce Beatle discret qui, à sa manière, avait façonné le son et l'âme d'une génération. Et pourtant, derrière cet élan d'amour universel, subsistait une vérité plus intime, plus douloureuse. George Harrison avait porté une amertume silencieuse à l'égard de Paul McCartney pendant une grande partie de sa vie. Leur relation, aussi fraternelle qu'orageuse, avait été marquée par des moments de complicité éclatante, mais aussi par des frustrations profondes, des désaccords créatifs et des blessures intérieures. Oui, il y avait eu des rires partagés, des concerts mythiques et même une réconciliation fragile dans les dernières semaines de George, mais les cicatrices de ces années de rivalité n'avaient jamais complètement disparu. Harrison, fidèle à lui-même, resta jusqu'au bout un homme de contradiction. Doux mais parfois mordant, spirituel mais profondément blessé, loyal mais capable de rancune tenace. Ses silences disaient souvent plus que ses mots, et ses chansons étaient peut-être le seul endroit où il exprimait vraiment tout ce qu'il n'osait pas verbaliser. Pour Paul, la perte fut immense. Il ne cessa jamais, année après année, de rappeler au monde qui était George Harrison pour lui. À chaque anniversaire, il lui rendit hommage, que ce soit en réinterprétant Something sur scène ou en évoquant, avec pudeur, leur jeunesse commune. Le souvenir de ce petit frère qu'il avait parfois éclipsé, avec qui il s'était affronté mais qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, resta gravé dans sa mémoire et dans son cœur. Ainsi s'écrit l'histoire complexe entre George Harrison et Paul McCartney, une histoire faite d'admiration et de rivalité, de fierté et de blessures, mais aussi, à la fin, d'une réconciliation silencieuse. Et vous, pensez-vous que George ait vraiment pardonné à Paul avant de s'éteindre? Ou bien les blessures étaient-elles trop profondes pour guérir complètement? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker,
de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des récits musicaux inédits que nous préparons.